Il est un peu plus de 22 heures quand le standard du commissariat de Livry-Gargan, dans la banlieue est de Paris, reçoit l'appel affolé de Madame Jeannine Guilbert. Retraitée de 68 ans, elle habite un pavillon cossu dans le quartier résidentiel de la ville, avec sa mère de 91 ans et son mari Roger. Mais ce soir du 4 avril, Roger n'est pas rentré. Elle signale la disparition par un appel au commissariat local de Livry-Gargan, en disant mon mari est parti promener le chien comme d'habitude vers 22h30 et il n'est pas rentré, le chien seul est rentré à la maison. Voilà, je vous déclare la disparition de mon mari. Donc le commissariat de Livry-Gargan envoie donc des effectifs au domicile de Madame Guilbert, qui leur explique dans quelles circonstances le mari a disparu, Roger Guilbert, et il cherche un peu dans le quartier, il ne trouve rien. Dans les minutes qui suivent, vers 22h40, un appel anonyme d'une voix de femme parvient toujours au standard du commissariat de Livry-Gargan, disant qu'il y a peut-être un corps sous un véhicule, sans donner trop de détails. Environ 100 mètres de la maison, les effectifs trouvent effectivement une chaussure qui est ramenée donc à Madame Guilbert, et Madame Guilbert leur dit effectivement c'est bien une chaussure de mon mari. J'ai reçu un coup de fil le dimanche matin, je pense que ça devait être le 5, à 9h30, ma belle-mère qui m'appelait, complètement paniquée, comme quoi mon beau-père était parti promener le chien la veille, et que le chien est rentré tout seul, et que Roger n'est pas rentré. Donc c'était un peu la panique, on était en train de se lever, on était tous couchés. J'ai tout de suite donné le téléphone à Eric parce que tout de suite ma fille a été réveillée par le téléphone, est arrivée en me disant qu'est-ce qui se passe, Whisky a disparu. Je lui ai dit non, a priori c'est pas Whisky, c'est pas le chien, c'est Papy qui a disparu. Donc on habille les enfants, et puis avec ma femme on a fait en marche arrière, donc en partant de chez nous, au cas où mon père aurait eu un problème, donc on a fait tout le chemin à l'envers jusque chez eux par la route. On n'a rien trouvé. On a vraiment pensé à tout, en se disant, bon, il a pris une valise, il est parti, il en avait marre, mais il était en pyjama, donc ça paraissait dérisoire. Après, on a pensé qu'il avait fait peut-être une rupture d'anévrisme, quelque chose comme ça, donc il fallait appeler tous les hôpitaux pour voir si quelqu'un l'avait ramassé, ou qu'il ait carrément perdu la mémoire et qu'il se soit mis à marcher à perte de vue jusqu'à ce qu'il fatigue ou qu'il trouve un logement pour se coucher ou quoi que ce soit, Et donc, avec Eric, on a laissé les enfants chez ma belle-mère et on a commencé à chercher dans toutes les rues aux alentours. Lui, il connaît bien la région, donc il est monté jusqu'à Clichy, dans les forêts, dans les parcs. Et ma fille, elle était dans la rue à sonner chez tous les voisins, demandant s'ils n'avaient pas entendu quelque chose dans la nuit, s'ils n'avaient pas entendu une voiture, s'il n'avait pas été, dans le pire des cas, kidnappé. On ne savait pas, quoi. C'était la folie. J'ai récupéré une photo de lui, j'ai fait des photocopies en marquant personne disparue, veuillez contacter Monsieur Guilbert. Donc j'avais fait des photos partout, et j'avais donné à certaines personnes dans le travail où j'étais pour qu'ils les mettent dans des boutiques, qu'on les mette sur des poteaux au niveau de Bagnolet, Les Lilas, Romainville. Ils les ont distribués dans tous les magasins, les boulangeries et tous les magasins qu'ils pouvaient trouver sur Livry-Gargan, à la gare, dans tous les alentours. Comme on habite pas loin des bosquets, j'ai fait tous les bosquets, j'ai fait le bois Fermugé, c'est un immense parc où il y a des petits lacs. Donc la police a fait des recherches dans les lacs de Sévigné. Donc oui, il y a même un petit lac qui est un peu plus haut, qui est fermé. Donc on a même été dedans. On a demandé aux gens s'ils pouvaient nous laisser rentrer. On a cherché partout, on n'a rien trouvé. On a appelé la famille à Saint-Vite pour savoir si, à tout hasard, il n'aurait pas pris le train ou quoi que ce soit pour les rejoindre. On a appelé la famille dans la Somme. Enfin, on a essayé de chercher un petit peu vraiment dans tous les sens. La presse aussi est mise à contribution. Le jour où j'ai fait paraître l'article dans le journal, on a voulu aller voir ma belle-mère. Je ne pensais pas qu'il allait paraître ce jour-là. Donc on a voulu aller voir ma belle-mère pour l'avertir que l'article allait paraître dans le journal. Et au moment où je suis arrivée à la maison, elle était en pleurs en disant que quelqu'un l'avait appelée, enfin que des jeunes l'avaient appelée, et que on lui avait dit que c'était pas la peine de le rechercher, qu'il avait été tué, qu'il avait été en morceaux et dépecé, et qu'il était dans la nature et qu'on ne le retrouverait jamais. Donc Eric lui a dit tout de suite, tu vas prendre un appareil spécial où on peut identifier les numéros, comme ça on saura qui c'est qui t'appelle, on pourra rechercher. Malheureusement, il n'y a plus jamais personne qui a appelé. Ils ont consulté tous les services officiels et moins officiels, y compris, je crois, des
des radiesthésistes, des gens qui font tourner des pendules. Nous, on est assez ésotérique et dans des cas comme ça, je crois qu'on essaye de penser, enfin d'ouvrir toutes les portes possibles et inimaginables. Et bon, on sait qu'il y a des charlatans, c'est certain, mais donc moi je suis allée voir des voyants de mon côté, ma maman est allée voir des voyantes de son côté, pour essayer de recouper les informations qu'on pouvait avoir à travers ces voyants et pour essayer peut-être de nous donner une voie ou une issue pour essayer de le retrouver, quoi. Cette disparition, elle est largement troublante quand même, parce que la personnalité de Roger, son mode de vie, sa situation de fortune aussi, parce que c'est malgré tout des gens qui n'ont pas d'énormes moyens, ne fournissent aucune explication à cette disparition. L'enquête est d'abord confiée au 9e bureau de délégation judiciaire chargé des disparitions inquiétantes de majeurs. Eux se déplacent, réentendent de nouveau Madame Gilbert, font des recherches sur ses comptes et ils s'aperçoivent que en fait Madame Gilbert, après la disparition de son mari, a fait des virements à son profit, c'est-à-dire du compte de son mari sur le sien. C'est un comportement qui évidemment leur paraît suspect, au moins dans le domaine de son honnêteté. D'ailleurs, sans avoir retrouvé le disparu, bien évidemment, ils sont obligés au bout de quelques semaines de renvoyer un rapport donc au parquet de Bobigny. Dans ce rapport, il précise que malgré la mauvaise foi et la malhonnêteté de Madame Gilbert, qu'ils ont pu déterminer par leurs recherches, sa responsabilité dans la disparition ne peut être engagée. Mais les doutes concernant l'honnêteté de Jeannine vont être renforcés par des rumeurs troublantes au sein même du commissariat de Livry-Gargan. Et notamment par les déclarations du gardien de la paix, affecté au Standard, le soir de la disparition de Roger Gilbert. Lui, au sein du commissariat, commence à raconter à ses collègues qu'il est au courant de l'affaire et que ce serait Madame Gilbert qui aurait tué son mari la veille. Et quand ce fonctionnaire qui se trouve au Standard du commissariat d'Ivry-Gargan est entendu par les hiérarchies sur les renseignements qu'il a concernant cette disparition, il revient sur ses déclarations en disant que finalement c'est un gros canular qu'il a voulu faire à ses collègues et qu'en fait il est au courant d'absolument rien et qu'il n'y a jamais eu de meurtre. Voilà. Il revient complètement sur les déclarations qu'il a faites à ses collègues le soir où on connaît la disparition de Monsieur Gilbert. Informé des déclarations contradictoires du gardien de la paix, le parquet de Bobigny décide d'ouvrir une information judiciaire. En juin 1998, l'enquête est confiée au service départemental de la police judiciaire de Seine-Saint-Denis. 3 mois après la disparition, on repart pratiquement à zéro. Personne pour l'instant n'a de renseignements sur le corps, sur le disparu. On a très peu de renseignements sur cette famille. On a juste, en lisant le dossier, ces 2 éléments, à savoir que Madame Gilbert n'a pas un comportement très, très honnête, notamment depuis la disparition de son mari, par rapport au virement qu'elle fait sur ses comptes, et également par rapport aux déclarations du fonctionnaire de Livry-Gargan qui laisse supposer qu'il y a peut-être eu un meurtre à la base. Malgré les recherches de la police, malgré les moyens employés, jusqu'au plus improbable, la seule trace laissée par Roger reste cette chaussure retrouvée sous un véhicule à proximité de son domicile. Mais que sait-on vraiment de Roger et de Jeannine Gilbert? Des gens qui avaient entre 60 et 70 ans, qui vivaient dans un petit pavillon assez coquet de Livry-Gargan et qui avaient un mode de vie assez simple. Ils faisaient tout ensemble. Ils allaient toujours au marché ensemble, ils allaient toujours au magasin ensemble, ils faisaient les hypermarchés ensemble, ils regardaient toujours les bons prix et tout ça, donc toujours ensemble. Surtout sur les derniers temps où mon beau-père a disparu, ils avaient des habitudes très très régulières. Ils allaient au cimetière tous les mercredis matins, toujours ensemble. Bon, en dehors de la séance au supermarché le samedi, il y avait pas, et puis quand ils recevaient leurs enfants,
pas grand-chose qui rythmait leur vie. Hein. Monsieur Gilbert apparaît, lui, comme un homme tranquille, ne faisant pas de vagues, très gentil avec tout le monde, et promenant son chien régulièrement tous les soirs, quasiment à la même heure, 22h30. Le bon grand-père avec une vie très simple, un peu réglée, qui allait chercher son journal le matin, qui s'intéressait beaucoup à ses petits-enfants, le brave retraité. Le tempérament de Roger contraste avec celui de son épouse Janine, beaucoup plus retenue. Elle présentait bien, bon, une femme qui faisait son âge, mais qui était bien mise de sa personne, parlant peu, assez réservée, mais bon, une Mamie Nova assez digne, voilà. Une Mamie Nova que les enquêteurs de la police judiciaire soupçonnent de s'être débarrassée de son mari. Mais pour l'instant, ils n'ont que des soupçons. Ils vont donc devoir adopter une technique d'enquête inhabituelle. Habituellement, quand on a un meurtre, on pratique le système de l'escargot, c'est-à-dire qu'on part de l'endroit où on découvre le cadavre ou de l'endroit où se sont déroulés les faits pour trouver des indices et des renseignements, et on élargit les recherches au fur et à mesure de l'enquête. Or là, comme on n'a pas de cadavre, on a un disparu et on n'a pas vraiment d'endroit où s'est déroulé un fait criminel, on décide de faire le système de l'escargot, mais à l'inverse, c'est-à-dire de prendre les témoignages au plus large dans l'environnement géographique et personnel de Madame Gilbert. Et vu les déclarations du gardien de la paix chargé du Standard, comme quoi c'est elle qui aurait peut-être tué son mari, on ne veut pas non plus lui déclencher des soupçons sur notre enquête. En auditionnant les riverains, les enquêteurs vont recueillir le témoignage de la boulangère, qui connaît d'autant mieux les Gilbert qu'elle habite dans la même rue qu'eux. Le soir de la disparition, elle n'a pas vu du tout M. Gilbert promener son chien. Et ça, elle nous confirme, elle nous dit, dans son audition, elle nous dit « Je suis certain qu'il ne l'a pas promené parce que j'ai appris sa disparition le dimanche et si je l'avais vu la veille, je m'en serais souvenu. Or, la dernière fois que je l'ai vu, c'est le vendredi. » Le témoignage de la boulangère pourrait laisser penser qu'au soir du samedi 4 avril, Roger Gilbert avait déjà disparu. Mais cette hypothèse est contredite par le témoignage de Patrick, le fils cadet des Gilbert. Mon beau-frère et ma belle-sœur habitaient l'appartement qui appartenait à mon beau-père juste en face de leur maison. Ils avaient décidé de refaire tout le parquet. Et c'était ce week-end-là qu'ils faisaient le parquet. Donc ils travaillaient toute la journée dans l'appartement et le soir ils allaient coucher chez mes beaux-parents. Donc mon frère a dû travailler jusqu'à 7h, je crois, 19h en fait. Et après il est venu manger, ou 20h, il est venu manger chez mes parents. Donc ma mère a dit comme quoi que mon père était souffrant. Il pensait qu'il était dans son lit puisque toutes les portes étaient fermées. Et à un moment, Patrick va monter aux toilettes et va s'apercevoir que la porte est fermée. C'était forcément la dernière personne qui était dans la maison, c'était mon beau-père qui était dans les toilettes. Donc il était absolument convaincu que son père était là. Les policiers poursuivent leur enquête de voisinage. Direction, la poste de Livry-Gargan. Évidemment, dans un quartier, qu'est-ce qu'il y a de plus important qu'un facteur? Donc on s'adresse au facteur. Le facteur nous dit, mais de toute façon, elle ne se fait jamais livrer son courrier, elle a une poste restante. On n'a jamais vu ça nulle part. La poste garde votre courrier 15 jours quand vous êtes en vacances. Point barre. Elle a demandé, et elle paye, je crois, 150 francs par an pour qu'on garde son courrier avant que le postier ne vienne le distribuer. Donc elle fait le tri. On a interviewé le postier, et le postier dit « Moi, je suis arrivé il y a 4 ans. » Et quand je suis arrivé il y a 4 ans, ça existait déjà depuis plusieurs années. Ça a été confirmé, c'est dans le dossier. C'est-à-dire qu'en fait, son mari n'a jamais de courrier que celui qu'elle veut bien lui laisser dans la boîte. Pourquoi Janine se donne-t-elle tant de mal pour intercepter le courrier? Qu'a-t-elle donc à cacher? La réponse viendra presque par hasard, grâce aux initiatives de la famille pour retrouver Roger. La photo qu'on a fait paraître dans le Parisien a déclenché quand même des témoignages de certaines personnes qui ont reconnu mon beau-père et ma belle-mère. Parmi eux, celui d'un commerçant qui tient une librairie à 2 rues de chez les Gilbert. Il se trouve que ce commerçant réagit immédiatement à la vue de cette photo en se faisant connaître auprès du commissariat de Livry-Gargan en disant « Mais je connais cette femme, je connais moins son mari, mais elle, je la connais parce que c'est une cliente de mon commerce.
Ça fait des mois, voire des années qu'elle vient et qu'elle y falsifie des documents par le biais de la photocopie. Elle arrive avec des bandelettes de papier qu'elle a fabriquées chez elle, avec des chiffres, des montants, et elle va tricher, et il le voit, Huon, il le dit, il a été interrogé, il la voit faire, il la voit tripatouiller les relevés bancaires. Elle procédait à ce maquillage des relevés, et une fois qu'il était fait, elle remettait les relevés dans une enveloppe qu'elle glissait dans sa propre boîte à lettres. Les enquêteurs savent maintenant que la digne retraitée se livre depuis des années à un trafic sur les comptes du ménage. Elle montait une carambouille, une opération douteuse pour se procurer de l'argent pour boucher un trou qu'elle avait précédemment creusé. Car en remontant plus loin dans son passé, les enquêteurs vont s'apercevoir que Jeannine Guilbert, née Fabre, a toujours pris certaines libertés avec la comptabilité. En particulier lorsqu'elle était à la tête des Mobiliers Fabre, l'entreprise familiale dont son père lui avait confié les rênes. Elle était prise, je crois, dans le désir de son père, qui était que Mobilier Fabre continue. Et elle a continué. Elle a continué contre toute logique financière ou économique. En 84, je cherchais du travail. Et quand je cherchais du travail, donc je suis restée quelques mois au chômage, elle m'a demandé d'aller l'aider à l'atelier, de lui tenir sa comptabilité à l'atelier. Et c'était un fiasco total. Il y avait un arriéré de je ne sais pas combien de mois. Enfin bon, il y a des choses qui m'ont paru bizarres. Et ça a été de pire en pire. Donc elle s'est endettée. Elle a passé son temps à s'endetter, elle a passé son temps à payer des fournisseurs, probablement avec des intérêts et probablement d'une façon qui était totalement antinomique d'une gestion pensée. Souvent, elle avait des amendes. Donc elle avait des 10%, elle avait des 10%, elle avait des amendes d'amende. Donc elle avait plein de choses qui se greffaient dessus. Elle n'avait pas oublié de payer l'URSSAF, elle n'avait pas payé ci. Donc systématiquement, on avait plus d'amendes que de ce qu'elle avait à payer. En 1991, le couperet tombe. Mobilier Fabre est mis en liquidation judiciaire. Mais l'entreprise est en nom propre. Tous les biens de Jeannine Fabre, épouse Guilbert, sont susceptibles d'être saisis pour régler ses dettes. Pendant 7 ans, elle va tout mettre en œuvre pour cacher ses ennuis financiers à son entourage, sans jamais parvenir à éponger l'ardoise. Il est évident qu'elle vit au-dessus de ses moyens, qu'elle cherche à le faire en tout cas, c'est-à-dire à continuer à vivre comme une chef d'entreprise alors qu'elle est en faillite. Roger lui avait donné le rôle de... c'est elle qui tenait les comptes, elle devait tenir les comptes, elle devait remplir le frigo, il fallait que la face visible de l'iceberg de la famille soit cohérent et que à aucun moment on ne réduise le train de vie. Pour ça, il fallait de l'argent et elle n'en avait pas. Les années passent et le problème ne fait que s'aggraver. Jeannine est prête à tout pour sortir de l'impasse. Elle entretient des correspondances avec des marabouts, elle achète des gris-gris, elle commande des trucs par correspondance. Elle attend une solution miraculeuse. Et elle espère gagner au loto, comme énormément de gens quand même, en pensant que ça va être la solution de ses problèmes et qu'elle va rembourser et qu'elle pourra sauver tout, et le patrimoine et l'héritage de son père et donner à ses enfants, etc. On lui avait même demandé si, on ne leur souhaitait pas du malheur, mais s'il mourait dans un accident ou quoi que ce soit, est-ce qu'il fallait refuser l'héritage ou pas? Elle nous a dit texto, mais il n'y a aucun problème, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Une faillite personnelle, des dettes insurmontables, un train de vie irréaliste et des comptes truqués. Aux yeux des enquêteurs, le profil de Jeannine se précise. On est maintenant sûr qu'elle a un comportement parfaitement malhonnête depuis des années vis-à-vis de son mari. On verra en auditionnant également la famille qu'elle profite d'eux également à leur insu. Avec ma belle-mère, on était en froid parce qu'on a eu beaucoup de soucis d'argent à cause d'elle. À l'âge de 18 ans, j'ai travaillé dans l'entreprise Fabre. Et l'argent, je le faisais déposer dans un compte parce que moi, j'aimais pas aller dans les banques, j'aimais pas faire plein de choses. Donc, j'avais fait une procuration et qu'en fait, je profitais de ça pour me vider mon compte.
En fin de compte, en grattant un petit peu, on s'est aperçu qu'à l'époque, elle nous faisait des faux documents, nous dit, pour croire qu'on avait un solde positif à la banque, alors qu'en fait, il n'y avait pas d'argent. Donc, quand je m'en suis aperçue avec le banquier, on l'a appelée d'urgence, elle s'est débrouillée avec le banquier et elle m'a remboursé le plus vite possible en me disant qu'il fallait surtout rien que je dise à Eric parce que ça lui poserait des problèmes et tout ça. Donc, depuis cette période, j'étais un peu en froid. Certes, c'est une manipulatrice, c'est vrai, qu'elle tripatouille, mais tout le monde est au courant. C'est pas du tout Machiavel. Machiavel réussit. Machiavel, c'est la ruse réussie. Janine, c'est tout le contraire. C'est des trucs grossiers. Roger aurait-il fini lui aussi par découvrir la vérité? Que sa femme lui avait menti pendant toutes ces années? Ça nous crée une sorte de raison ou de mobile, et on revient gentiment à penser que peut-être elle avait une bonne raison de faire disparaître son mari. Ces soupçons vont être renforcés par un nouveau témoignage, celui de la femme de ménage des Guilbert. Elle connaît évidemment la maison du couple Guilbert par cœur, et elle nous déclare qu'à la suite de la disparition de M. Guilbert, elle a remarqué dans la chambre du couple qu'un tapis avait disparu et qu'un pouf avait été recouvert différemment de ce qu'il était avant la disparition du mari. Elle nous fait part de ces éléments, comme ça, à toutes fins utiles, mais c'est vrai que ça nous amène sur l'éventuelle piste d'une bagarre. Une bagarre qui aurait mal tourné. Piste d'autant plus plausible que Roger le brave homme, Roger le retraité tranquille, avait tendance à s'emporter. Mon père, il montait très vite en température, et puis ça baissait très vite. Claquer la porte, ou il allait dans un coin, bouder avec son journal, ou il partait, mais un quart d'heure après, il était revenu, ou 2 heures après, il était revenu, et tout repartait normalement. Mais en admettant que Janine, qui n'est pas une force de la nature, ait pu venir à bout de Roger et de ses 95 kilos, comment aurait-elle pu se débarrasser du corps? On se disait depuis le début, si Madame Guilbert a tué son mari, et qu'elle l'a fait disparaître après, il y a bien quelqu'un qui est complice. Donc c'est ou un de ses fils, ou une personne étrangère à la famille. Et on apprend qu'il existe donc un personnage dans le quartier qui a pour prénom Daniel, et qui lui fait des petits travaux. Le but de notre enquête va être maintenant donc d'identifier ce Daniel. Le Daniel en question est rapidement localisé. Il s'agit d'un ancien ouvrier de l'entreprise familiale, qui est devenu l'homme à tout faire de Janine et qui a connu quelques ennuis avec la justice. Donc nous arrivons à un moment de l'enquête où nous avons des soupçons assez importants sur le comportement, et notamment un mobile éventuel d'un meurtre perpétré par Janine Guilbert. Nous avons évidemment le fonctionnaire de police à la base qui a déclaré à ses collègues que c'était la vieille dame qui avait tué son mari la veille de la déclaration de la disparition. Et on a identifié Daniel Lavève, qui est susceptible d'avoir donné un coup de main à Madame Guilbert pour faire disparaître le corps. Donc nous décidons tout simplement d'interpeller tous ces gens, et ça se fait le 14 octobre 1998. Soit 6 mois après la disparition. Croyant tenir un éventuel complice, les enquêteurs ont en fait mis la main sur le témoin clé de l'affaire. Lui, dans son audition, nous déclare que le matin du 4 avril 1998, il est harcelé au téléphone par Madame Guilbert, qui veut absolument qu'il vienne chez elle. Lui connaît Madame Guilbert depuis longtemps, il se dit oui, elle veut encore me faire des petits travaux, ça peut attendre, j'ai des courses à faire. Donc il part faire des courses, et en début d'après-midi se présente chez Madame Guilbert, qui lui explique, qui lui dit: Daniel, j'ai fait une grosse bêtise, j'ai tué mon mari, et il faut que tu m'aides à me débarrasser du corps. Ce monsieur, qui avait déjà des petits antécédents judiciaires, a pas voulu. Elle lui avait d'ailleurs proposé une somme assez dérisoire. Je crois qu'elle lui devait pour d'anciens travaux à peu près 20 ou 25 000 francs, et elle lui avait proposé 1000 francs pour l'aider à se débarrasser du corps. Elle veut faire disparaître le corps parce qu'elle a toujours fait disparaître tout ce qui la gênait, tout ce qu'elle ne pouvait pas assumer, tout ce qu'elle ne pouvait pas expliquer. Il faut que ça disparaisse.
Elle va demander à... Il est complètement catastrophé, évidemment. Il lui dit, il est hors de question que je vous aide à cette tâche, et vous m'appelez plus, vous me parlez plus. Et elle lui fait des menaces en lui disant, si tu répètes ça, t'auras de mes nouvelles, tu gardes ça pour toi. Mais pour Daniel, le secret est trop lourd à porter. Et il ne va pas tarder à s'en décharger. Il se rend au café qu'il fréquente habituellement dans le quartier, le café La Fontaine. Il y trouve donc des amis de bar à qui il raconte ça, et c'est là qu'on lui dit, bah écoute, on va faire venir un ami policier que je connais, tu vas lui raconter. L'ami policier en question est affecté au standard du commissariat de Livry-Gargan. En milieu d'après-midi, le 4 avril 1998, il se rend au café Le Fontaine pour y rencontrer Daniel. Mais il ne croit pas vraiment à cette histoire. Alors, il va lui proposer une solution qui, selon lui, ne mouillera personne. Il dit, bah, moi je prends mon service ce soir, à ce moment-là, passe-moi un coup de fil et j'enverrai des effectifs sur place. Quand il prend son service le soir, Daniel Lavève, déguisant sa voix en voix de femme, appelle donc le commissariat, disant qu'il y a peut-être un corps sous un véhicule, à proximité du domicile, ou sans donner trop de détails. C'est comme ça qu'on ferme la boucle des déclarations du fonctionnaire de police. Reste à interpeller le suspect numéro 1. La police me téléphone le mercredi vers 16h, me demandant où est ma mère. Elle est où votre mère? J'ai écouté, normalement ma mère récupère ma fille et mes enfants, donc il me le dépose à la maison et puis elle doit rentrer chez elle ensuite. Donc j'ai compris qu'il y avait un truc qui se passait, donc j'ai appelé ma femme et à ce moment-là, c'est là qu'on a su que ma mère était arrêtée. Nous interpellons donc Madame Gilbert à son domicile, qui est en présence de sa mère qu'elle a en charge. Et son comportement tout de suite nous paraît bizarre, parce que quand on l'interpelle, elle rentre de faire des courses. Elle a des sacs, on l'aide même à rentrer chez elle, à lui porter ses sacs. On rentre donc dans son domicile, où sa mère attend, sa mère qui est pas grabataire, mais en très mauvaise santé, qui est dans un coin de la pièce. Et immédiatement, quand on rentre dans la maison, elle nous dit à tous les enquêteurs présents, elle nous dit, surtout ne dites pas à ma mère que j'ai vendu sa maison. Donc nous, ça nous choque immédiatement, cette réflexion, parce qu'on savait qu'elle faisait des malversations vis-à-vis de tout le monde, la famille, les enfants, son mari, mais ça c'était un élément nouveau qui nous apparaissait. Et ensuite, elle fait tout un jeu où elle nous culpabilise. Elle interpelle sa mère au moment où on est avec elle dans la pièce en lui disant, tu vois, on va te laisser toute seule, tu vas te débrouiller, ils vont m'emmener, etc. Personnellement, quand je vois cette attitude, je me dis tout de suite qu'il faut briser le lien entre elle et sa mère. Et j'ai l'idée immédiatement de faire venir les sapeurs-pompiers et de faire transporter sa mère, Madame Fabre, donc à l'hôpital. Je suis arrivé, parce que en fait, je suis arrivé donc voir ma mère, donc j'ai vu ma mère avec les menottes, donc j'ai compris que c'était elle qui l'avait tuée. Démarre alors pour Janine une garde à vue de 48 heures. 48 heures au cours desquelles il faudra 4 auditions et 2 perquisitions pour qu'elle fournisse enfin aux enquêteurs une version plausible des faits. Elle nous raconte la disparition de son mari, comme elle l'a raconté à tout le quartier. Donc à savoir que de toute façon son mari, il n'a pas pu lui arriver autre chose que de disparaître tel qu'elle l'a raconté, puisque le soir même, son fils mangeait à la maison et que son fils même a vu son mari à l'étage, souffrant, puisqu'il n'a pas mangé avec eux. Patrick est effectivement persuadé que son père était là le soir du 4 avril. Mais tout ce qu'il a vu, en réalité, c'est une porte fermée. Janine l'aurait-elle fermée à dessein? En quelque sorte, elle s'est servie de ses propres enfants, et c'était pas la première fois, comme d'un alibi, purement et simplement. Car après sa première audition, Janine Gilbert va se confier à une autre femme gardée à vue qui partage la même cellule qu'elle. Et elle va lui avouer que Roger est mort le matin du 4 avril. Après la première nuit de garde à vue, la codétenue de Janine demande à parler aux enquêteurs. On auditionne donc cette gardée à vue. Et par la suite, évidemment, nous reprenons en audition Madame Gilbert, qui elle-même confirme toutes ces déclarations à la gardée à vue. Et Madame Gilbert, Janine, explique qu'en fait, ils se sont disputés dans le jardin de la maison,
qu'il a retourné sur elle une barre de fer qu'il avait pris dans le jardin et qu'elle, pour se défendre, a réussi à retourner la barre de fer et lui a mis un coup, un ou plusieurs coups, en état de légitime défense, et qu'à la suite de ça, son mari est tombé et qu'elle s'est rendue compte qu'il était mort et qu'en fait, elle l'avait mis dans le coffre d'une voiture et balancé dans le canal de l'Ourcq, proche du domicile. La raison invoquée par Janine pour expliquer cette dispute fatale colle parfaitement avec ce que l'on sait déjà d'elle. Il s'agit d'un problème d'argent. Une fois de plus. Une fois de trop. Roger, petit retraité, voulait changer de voiture. Et à cet effet, il voulait casser un plan d'assurance vie qui avait été ouvert depuis un certain nombre d'années, peut-être depuis une quinzaine d'années, et donc dont il pouvait disposer à sa guise. Tout le monde savait aussi, la voiture était commandée, que Roger se faisait une joie à l'idée de changer de voiture. Bon, on a les plaisirs qu'on peut, et si c'était sa dernière belle fantaisie, pourquoi pas. Il faut qu'elle dise la vérité à Roger, et elle va lui dire. Elle lui dit enfin, elle lui dit, écoute, non, il n'y aura pas ce capital. On ne l'aura jamais parce que j'ai pas payé. Et on peut très bien imaginer que cet homme qui n'a jamais frappé, et elle l'a dit, soit rentré dans une colère folle. Parce que il devait s'en vouloir aussi de ne pas avoir mis son nez là-dedans avant. À ce moment-là, Roger, dixit, Janine Guilbert serait entré dans une grande colère et lui aurait dit que ça faisait trop, que c'était pas la première fois et que cette fois-ci c'était fini, il fallait qu'elle s'en aille le lendemain avec sa mère. Jeudi 15 octobre, deuxième jour de garde à vue. Les enquêteurs retournent au domicile des Guilbert pour une perquisition détaillée en présence de la suspecte, afin de vérifier sa première version du meurtre. Cette fois, ils sont accompagnés par les techniciens de l'identité judiciaire. Lorsque nous sommes face à une scène de crime sans cadavre, donc la difficulté déjà est de vérifier l'importance des aveux circonstanciés du potentiel suspect. Il ne s'agit pas seulement d'avouer un crime, il va falloir vérifier l'authenticité et la véracité des propos tenus par le suspect. Aucun indice ne permet de vérifier la thèse d'une bagarre dans le jardin. Les policiers poussent donc leurs investigations à l'intérieur du pavillon. Nous observons dans la chambre effectivement que le pouf dont nous avait parlé la femme de ménage était recouvert d'un tissu bien plus neuf que le reste du pouf. Donc nous confirmons les déclarations de cette femme de ménage. Avec l'assistance donc de nos collègues de l'identité judiciaire, nous trouvons des traces rougeâtres, des traces marron sur la lampe de chevet, sur la tapisserie de la chambre. On trouve la barre de fer qui aide à fermer les volets. Et Madame Guilbert, donc dans ses déclarations devant tous ces objets qu'on trouve, nous donne donc cette nouvelle version de la dispute dans sa chambre vers 4 h du matin avec son mari. Elle nous dit, effectivement, c'est la barre de fer dont mon mari s'est servi pour me frapper. Et j'ai réussi à lui prendre la barre de fer des mains et je lui ai mis des coups de barre de fer. C'est là qu'il est tombé sur le lit. Et ensuite, je l'ai descendu avec le tapis dans le garage. Désormais convaincus qu'ils sont au cœur de la scène de crime, les policiers continuent de passer la chambre au peigne fin à la recherche de nouveaux éléments. Nous faisons dans nos constatations une découverte macabre. Quand nous ouvrons la housse du matelas, nous découvrons qu'une des parties du matelas qui a été retournée est complètement imbibée de sang. Quand nous demandons à Madame Guilbert de s'expliquer à ce sujet, c'est là qu'elle nous dit qu'elle s'est défendue, qu'elle lui a mis 3 coups de hachette, qu'il s'est vidé de son sang sur le matelas et que, ne pouvant pas faire disparaître le matelas, elle l'a laissé sécher toute la nuit et peut-être le lendemain, et elle a recouvert ce matelas d'une housse neuve et qu'elle a retourné le matelas. Dans cette nouvelle version du meurtre, la troisième que donne Janine, l'arme du crime n'est plus une barre de fenêtre, mais une hachette. Où Janine se l'est-elle procurée? Quand on était plus jeune, on adorait tout ce qui était un petit peu couteau, épée, tout ça, des petites hachettes ou des petites machettes qu'on mettait au-dessus des armoires. Ça nous sécurisait, comme on dit, et donc on savait qu'il y en avait une qui était au-dessus, sur l'armoire. Au domicile des Guilbert, les enquêteurs vont saisir un véritable arsenal d'armes à feu et d'armes blanches.
Mais la fameuse hachette est introuvable. Reste aux techniciens de l'identité judiciaire à vérifier le chemin que Janine dit avoir suivi pour emporter le corps de son mari. Pour ce qu'on appelle les traces latentes, donc les traces invisibles à l'œil nu, l'identité judiciaire est munie donc de matériel qui va permettre de pouvoir détecter des traces latentes. Donc recherche de traces papillaires, recherche de traces de sang, recherche de fibres, tout autant d'éléments qui vont pouvoir étayer l'enquête et faire coïncider ces éléments aux propos tenus par le suspect. Donc nos collègues de l'hygiène diffusent leurs produits à la fois sur le sol de la chambre, sur les murs, dans l'escalier, et nous disent demain matin on reviendra et on verra si ce produit a tourné au vert. Et l'escalier sera vert, certaines parties du sol de la chambre au pied du lit aussi, le bas de la fenêtre, donc il y aura dans cette maison plusieurs parties qui auront tourné au vert et qui révéleront effectivement les traces de sang. Les traces latentes indiquent que le corps de Roger a bien été traîné dans l'escalier. Janine était-elle physiquement capable de transporter un tel fardeau? La reconstitution l'a montré, elle pouvait descendre un cadavre pesant environ 100 kg dans l'escalier en l'enroulant dans le tapis et en faisant glisser le tapis dans cet escalier pentu. Grâce au tapis, elle descend son mari au sous-sol et là, elle cherche à hisser le corps grâce à un système de cordes passées dans les tuyauteries du sous-sol pour soulever le corps et le mettre dans le coffre d'une des voitures garées dans le garage de la maison. Quelques jours plus tard, elle ira balancer le corps donc dans le canal de l'Ourcq. N'oublions pas que dans ce dossier, tout ce qu'on peut savoir, c'est essentiellement par les déclarations de Janine Gilbert, laquelle, on le sait aussi, est une menteuse. Alors il faut tout prendre avec beaucoup de réserve. Comme elle l'a déjà raconté à sa codétenue, Janine répète qu'elle a jeté le corps dans le canal au pont de l'Europe, à moins de 2 km de son domicile. Les plongeurs de la brigade fluviale de Paris ont donc dragué le canal. Mais ils n'ont rien découvert. Une fois de plus, Janine a menti. Mise face à ces contradictions, elle capitule et livre aux enquêteurs la version qui sera finalement retenue lors de son procès. Elle avait caché son visage, ce qui semble assez cohérent. Elle ne peut pas le voir. Elle ne peut pas le voir parce que sinon c'est vraiment lui. Alors que s'il y a un sac sur son visage, c'est un corps, c'est un objet. C'est un problème. C'est un problème qu'elle a. Voilà. Et il faut qu'elle gère le problème. Et quand on a un problème de 95 kilos et qu'on n'arrive pas à le régler, quand on a un problème énorme et qu'on n'arrive pas à le régler, on le découpe, on le fractionne. Et elle tourne en rond, elle est dans le garage, et là, elle va voir la tronçonneuse. Elle a effectivement descendu le corps de Roger au garage. Elle a effectivement essayé de le hisser dans le coffre de la voiture. Mais elle n'y est pas parvenue. C'est là qu'elle a fait appel à Daniel. Devant son refus catégorique, elle n'a plus qu'une solution. Janine désigne l'outil dont elle se serait servie pour découper le corps. Aussi épouvantable que soit sa déclaration, il faut, comme toujours, la vérifier. La tronçonneuse va être examinée par l'identité judiciaire. Sur cet instrument, divers examens vont être réalisés. Tout d'abord, une recherche de traces digitales. Ensuite, une recherche de traces génétiques, soit grâce à du sang qui va être retrouvé, donc soit le sang de l'auteur qui se sera blessé ou le sang de la victime, soit d'autres éléments, comme par exemple des éléments pileux, ça peut être un poil ou un cheveu appartenant à la victime et sur lesquels on va travailler pour essayer d'obtenir un profil génétique, mais également, considérant que la victime était habillée au moment du découpage, on peut encore retrouver des fibres de vêtements. Entre les dents de la tronçonneuse, on retrouve un fragment de fibre textile. Les analyses concluront qu'elle provient du pyjama que Roger portait la nuit du 3 avril et révéleront également la présence de son ADN. La tronçonneuse, la fibre, l'analyse des traces biologiques raconte la fin tragique de Roger Gilbert. Quant à l'arme du crime proprement dite, elle ne sera jamais retrouvée. La suite des aveux de Janine, elle, fait froid dans le dos.
Elle va découper très facilement parce qu'elle a l'habitude de découper des poulets, des rôtis. Elle découpe, elle sait découper. Elle nous déclare avoir découpé son mari en 4 parties. La tête et les bras et les épaules d'abord. Ensuite le buste lui-même. Et ensuite à hauteur des genoux. On s'imagine bien sûr les fusions de sang qui résultent d'une telle opération. Mais aucune trace n'est retrouvée dans le garage. Première explication fournie par Janine. Elle a disposé une toile cirée sous le corps avant de procéder au découpage. De plus, elle l'a fait dans l'après-midi du 4 avril, soit une douzaine d'heures après la mort. Passé un délai de plusieurs heures, le sang aura coagulé et donc on n'aura pas forcément beaucoup de sang qui va s'extérioriser du corps et donc on aura sur la scène de crime, on aura peu de sang. La présence de sang que l'on va retrouver suite au découpage va dépendre également de la région anatomique qui a été choisie. Si c'est le cou qui est la zone découpée, on aura évidemment beaucoup plus de sang qui sera extériorisé que si le corps est laissé intact juste ici et découpé par exemple sous les bras. Tout dépend en fait de la région anatomique, si c'est une région très vascularisée ou pas. Reste encore pour Janine à se débarrasser des morceaux. Elle aurait mis les morceaux dans des grands sacs poubelles de 100 litres, bon, en double. Lesquels sacs poubelles qu'elle rentre dans le coffre de voiture. Et elle sait que le mardi suivant, les poubelles de la ville passent. Et donc la veille, elle prend sa voiture, elle fait le tour du quartier et dissémine les différents sacs poubelles contenant les morceaux du corps de son mari dans les différentes poubelles de la ville. Janine Gilbert donne même les lieux exacts où elle a déposé les sacs. Avenue Antonin-Magne, allée Jean-Baptiste Clément, allée Jeanne d'Arc. Tous dans un rayon de 500 mètres autour du pavillon. Tous ces sacs poubelles de la ville sont baignés naturellement dans une décharge à ciel ouvert. C'est la raison pour laquelle, dans cette affaire, on ne retrouvera jamais le corps. Puisque même si on était intervenu immédiatement après les faits, le corps se serait déjà retrouvé sous 5-6 mètres de terre et de détritus. Et là, 6 mois plus tard, c'est impossible de retrouver quoi que ce soit. Lorsqu'il n'y a pas de corps, c'est priver l'enquêteur d'un élément essentiel. Le corps, ça permet de connaître les derniers instants de vie de la victime, de connaître la manière dont la personne est décédée. Lorsque le corps n'est jamais retrouvé, finalement, même si l'enquête est dite résolue parce qu'aveu circonstancié, parce qu'on retrouve des éléments probants, eh bien, l'enquêteur reste sur sa faim. L'affaire restera à jamais comme un puzzle incomplet. Janine finira par avouer que c'est elle qui, au soir du 4 avril, avait placé la chaussure sous une voiture pour faire croire à une disparition. Mais elle a vraiment fait disparaître l'argent du ménage, l'arme du crime et les restes de son mari. Au-delà de la frustration, les enquêteurs retiendront le caractère extraordinaire de l'affaire qu'ils viennent de résoudre. Notre ordinaire en Seine-Saint-Denis, c'est plutôt des cadavres qui découlent de règlements de compte entre bandes dans les cités sur fond de trafic d'armes, de drogue, mais rarement des affaires aussi gore en fait et dans des milieux bourgeois. Janine Gilbert, on la voit comme une mamie confiture, je dirais. C'est une mamie un peu enveloppée, avec une blouse des années 60 et des charentaises aux pieds. Et ce décalage entre le personnage et la froideur qu'elle a pu démontrer dans tout son comportement avant et pendant son interpellation. On a des affaires comme ça 3-4 fois dans sa carrière. À l'issue de la garde à vue, le 16 octobre 1998, Janine Gilbert est mise en examen pour assassinat. Elle aura gardé son terrible secret pendant plus de 6 mois. Elle a fait semblant pendant 6 mois, en espérant encore, comme c'est gris-gris, que peut-être tout ça, ça avait été un cauchemar, que peut-être ça n'avait pas existé, que peut-être Roger, il allait revenir. Mais comme elle est effectivement clivée psychiquement dans cette espèce de masquage, elle arrive à donner le change. Et on ne voit pas. On ne comprend pas, on ne voit pas. On ne la voit pas s'effondrer. Et elle ne s'effondre pas. Et elle laisse ses fils et ses belles-filles chercher Roger en vain. Au regard de cette activité qu'ils ont déployée pendant 6 mois, ils auront le sentiment d'avoir été littéralement floués, bernés, et
qu'elle s'est véritablement moquée d'eux. Mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. Dans les semaines qui suivent l'arrestation, ils vont découvrir l'ampleur du désastre que Janine laisse derrière elle. La morale, je dirais, traditionnelle, on peut imaginer que ce qu'on a reçu de ses parents, on essaye de l'améliorer et de laisser, sinon équivalent, et peut-être même un peu mieux à ses enfants. Là, elle leur laisse zéro, et des ennuis, mais vous n'imaginez pas. Quand elle est arrêtée, que la première semaine, j'étais voir aux impôts qu'il y avait quand même 6,5 millions de francs de dettes, plus d'autres choses qui étaient bloquées au niveau des appartements de mes grands-parents, tout ça, là, vous commencez à vous dire, là, il y a un gros problème, là. Roger Gilbert avait un petit portefeuille de valeurs au Crédit Lyonnais à Saint-Denis. Les relevés n'arrivaient pas à la date où ils auraient dû arriver. Janine Gilbert, comme elle avait procuration, leur faisait subir un petit retraitement, c'est-à-dire qu'elle les maquillait complètement. Elle faisait figurer des montants tout à fait autres, puisqu'ils recevaient des relevés pour 1 700 000 francs, et qu'au moment de la disparition de Roger Gilbert, il n'y avait plus que 400 000 francs. Il y avait 1 300 000 francs qui avaient disparu au passage. Il faut savoir quand même que Janine Gilbert a escroqué absolument tout le monde dans sa famille. C'est-à-dire, c'est sa propre mère, son père aussi, puisqu'elle avait oublié de déclarer quand même qu'il était mort en 1986 et qu'elle continuait à percevoir jusqu'à son interpellation et sa détention en 1998, 12 ans plus tard. Elle continuait à recevoir la retraite pleine de son propre père. Elle a ruiné ses parents, elle a ruiné sa belle-mère, et ruiné son mari, et faire le début de ruiner ses enfants. Et ça, je peux pas l'accepter. Tout le monde a laissé faire. Que ce soit les banques, que ce soit les syndics, que ce soit les impôts. C'est pas normal qu'on laisse faire les choses comme ça. Donc il y a tout un patrimoine financier, c'est certain, mais c'est pas très grave. Et surtout tout un patrimoine psychologique qui est parti. Ce qui fait que mes enfants qui avaient 10 et 12 ans à l'époque ont perdu tout leur repère psychologique quelque part. Et c'est très 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 dur à reconstruire. Janine Gilbert comparaît le 25 juin 2002 devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis pour l'assassinat de son mari Roger. Or, elle a toujours dit qu'elle l'avait tué au cours d'une dispute. Les débats vont donc viser à lever le dernier doute qui subsiste dans l'affaire. Certes, Janine Gilbert a fait croire à ses enfants que Roger était souffrant à l'étage, alors que ses restes étaient déjà dans le coffre de la voiture. Certes, elle a induit les policiers en erreur en déposant une chaussure dans la rue. Mais a-t-elle pour autant prémédité le meurtre de son mari? Une dispute tourne mal. Il est douteux que derrière on aille se lancer dans une comédie de disparition d'un chien qui revient tout seul, etc. Et que on tienne tout l'entourage dans une telle angoisse pendant aussi longtemps, alors que s'il n'y a pas véritablement d'intention de donner la mort, on n'a pas de raison de ne pas le faire savoir. Je crois qu'on a confondu dans ce procès les actes postérieurs avec les actes antérieurs. L'assassinat, c'est la préméditation. C'est je décide comment je vais faire, et puis si je décide comment je vais faire, et si je décide de tuer, je décide aussi de ce que je vais faire du corps après. Et j'ai une solution. Mais Janine Fabre, elle a absolument pas de solution. Elle a tellement pas de solution qu'elle va tout de suite, 4 heures après les faits, elle va aller voir. L'analyse des traces de sang retrouvées dans l'escalier montre qu'elles contiennent aussi l'ADN de Janine. Elle était donc blessée quand elle a traîné le corps, ce qui semble accréditer la thèse de la dispute. La question du matelas va également retenir l'attention. Pourquoi Janine ne s'en est-elle pas débarrassée? Rappelons quand même qu'elle n'avait pas hésité à faire coucher, et à plusieurs reprises, la fille d'Éric et d'Evelyne Gilbert sur le matelas même, qui était encore taché de sang et qu'elle avait retourné. Et ça passait très difficilement. Elle l'a pas planqué. Elle aurait pu raconter n'importe quoi, qu'elle l'avait souillé, qu'elle aurait pu le jeter, elle aurait pu faire ça. Elle l'a pas fait. Elle dort dessus, c'est sa punition. Ça fait 6 mois qu'elle dort dessus. Mais ce qui va véritablement hypnotiser le jury et conditionner son verdict, c'est la dernière vérité concédée par Janine. Sa vérité la plus terrible. On n'a que les déclarations de Janine. Et c'est Janine qui nous dit qu'elle l'a découpé à la tronçonneuse et qu'elle l'a mis dans 4 sacs poubelles. Ça la dessert gravissimement, c'est ce qui va faire d'ailleurs toute la différence dans ce dossier.
Et c'est ce qu'on ne peut pas lui pardonner, ce que ses fils, d'ailleurs, ne peuvent pas lui pardonner. Ils ont dit au procès, ils parlaient d'elle en disant « notre ex-mère ». Après seulement 3 jours d'audience et 3 heures de délibération, Jeannine Fabre, épouse Gilbert, est reconnue coupable des faits d'assassinat sur la personne de son mari. Le jugement sera confirmé en appel. Elle est condamnée à 20 ans de réclusion criminelle. Entre 1986 et 1994, plusieurs crimes particulièrement violents commis en France restent longtemps sans auteur identifié. Les affaires semblent parfois éloignées les unes des autres, mais certains éléments troublants poussent progressivement les enquêteurs à envisager l'existence d'un même agresseur. Pendant des décennies, le dossier demeure pourtant marqué par l'incertitude, les pistes incomplètes et l'absence de preuves définitives capables d'identifier formellement le responsable. L'affaire, qui sera connue sous le nom de Le Grêlé, devient peu à peu l'un des dossiers criminels non résolus les plus célèbres de France. Le surnom vient d'une caractéristique physique décrite par certains témoins, détail qui contribue fortement à la construction d'une figure inquiétante dans l'imaginaire collectif français. Pendant des années, le nom du Grêlé circule comme celui d'un criminel insaisissable, associé à des enquêtes complexes et à des crimes restés sans conclusion judiciaire. Mais ce qui rend l'affaire particulièrement unique, ce n'est pas seulement la durée de l'enquête. C'est la manière dont elle finit par évoluer grâce au progrès scientifique, et notamment grâce à l'ADN. Pendant longtemps, les investigations avancent lentement malgré les témoignages, les recoupements et les différentes hypothèses envisagées par les autorités. Puis, des décennies plus tard, la science va permettre une avancée décisive que les enquêteurs des années 1980 et 1990 n'auraient pas pu imaginer avec les mêmes moyens. L'affaire devient alors plus qu'une série de crimes non résolus. Elle devient aussi le symbole du temps long des enquêtes criminelles modernes et de la capacité de certaines preuves à survivre pendant des décennies avant de parler enfin. À partir du milieu des années 1980, plusieurs agressions et homicides particulièrement violents provoquent une forte inquiétude dans différentes régions françaises. Très rapidement, certains enquêteurs commencent à remarquer des similitudes dans les modes opératoires et dans certains détails rapportés par les témoins ou les victimes survivantes. Ces ressemblances restent cependant insuffisantes pour établir immédiatement une certitude absolue sur l'existence d'un auteur unique. Les crimes attribués plus tard au Grêlé présentent une violence qui choque profondément les enquêteurs et l'opinion publique. Certaines victimes sont très jeunes, ce qui renforce encore l'impact émotionnel des affaires et augmente la pression autour des investigations. Pourtant, malgré cette mobilisation, les enquêtes se heurtent rapidement aux limites techniques de l'époque. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, les outils scientifiques disponibles restent beaucoup plus limités qu'aujourd'hui. Les analyses ADN commencent seulement à émerger et ne disposent pas encore des capacités de comparaison modernes. Les enquêteurs doivent donc s'appuyer principalement sur les témoignages, les portraits robots, les recoupements géographiques et les méthodes classiques d'investigation criminelle. C'est dans ce contexte que naît progressivement la figure du « grêlé ». Le surnom, basé sur l'apparence du visage décrite par certains témoins, devient un élément central de la médiatisation de l'affaire. Peu à peu,
le public français découvre l'idée d'un homme potentiellement responsable de plusieurs crimes graves tout en restant introuvable malgré les recherches. Cette perception transforme rapidement le dossier en une affaire nationale suivie avec inquiétude. Les années passent pourtant sans percée décisive. Plusieurs suspects sont examinés, différentes hypothèses sont envisagées et les enquêteurs tentent de relier les dossiers entre eux avec davantage de précision. Mais l'absence de preuves scientifiques définitives empêche toujours d'aboutir à une identification claire. Cette situation crée une frustration profonde chez les familles des victimes comme chez les enquêteurs eux-mêmes. L'impression domine qu'un responsable existe probablement, mais qu'il reste caché derrière les limites techniques et les zones d'ombre des enquêtes de l'époque. À mesure que les années avancent, l'affaire commence alors à acquérir une dimension presque fantomatique dans l'histoire criminelle française. Le grêlé devient moins un simple suspect identifiable, et davantage une présence invisible traversant plusieurs dossiers non résolus. Un nom, un visage décrit par fragments, et une identité qui semble constamment échapper aux enquêteurs malgré le temps qui passe. Pendant les années qui suivent les crimes attribués au Le Grêlé, l'enquête reste ouverte malgré l'absence de percée majeure. Les dossiers continuent d'être étudiés par différents services, les témoignages sont réexaminés et plusieurs suspects potentiels apparaissent au fil du temps. Pourtant, malgré les efforts des enquêteurs, aucune preuve suffisamment solide ne permet encore d'identifier formellement le responsable. Cette lenteur transforme progressivement l'affaire en l'un des grands mystères criminels français de la fin du XXe siècle. Au fil des années, les progrès de la police scientifique modifient cependant les perspectives. L'ADN devient peu à peu un outil central des enquêtes criminelles modernes et plusieurs anciens dossiers sont réouverts grâce aux nouvelles capacités de comparaison génétique. L'affaire du Grêlé fait partie de ces dossiers pour lesquels les enquêteurs espèrent qu'une trace conservée depuis les années 1980 ou 1990 pourra finalement permettre une identification. Cette évolution scientifique change profondément la nature même de l'enquête. Pendant longtemps, les investigations reposaient surtout sur des témoignages humains, des portraits robots et des rapprochements comportementaux. Désormais, les enquêteurs cherchent une certitude biologique capable de relier définitivement un individu aux scènes de crime. Cette attente devient progressivement le centre du dossier. Mais malgré les progrès techniques, les années continuent de passer sans résolution immédiate. Cette durée exceptionnelle contribue à renforcer l'aura particulière de l'affaire dans l'imaginaire public français. Le Grêlé devient presque une figure suspendue dans le temps, un suspect inconnu associé à plusieurs crimes graves, mais toujours absent de toute conclusion judiciaire. La médiatisation entretient régulièrement cette présence dans l'espace public. Émissions criminelles, documentaires et articles reviennent fréquemment sur les portraits diffusés, les pistes abandonnées et les zones d'ombre persistantes. Chaque nouvelle avancée scientifique suscite l'espoir d'une percée décisive, mais aussi la frustration de voir l'affaire rester irrésolue malgré les décennies écoulées. Parallèlement, les familles des victimes continuent d'attendre des réponses. Pour elles, le temps judiciaire ne correspond pas au temps émotionnel. Chaque année supplémentaire sans identification renforce le sentiment d'une histoire restée inachevée. Cette attente prolongée devient l'une des dimensions les plus lourdes du dossier. Les enquêteurs poursuivent malgré tout leur travail avec patience. Plusieurs affaires anciennes sont réanalysées à la lumière des nouvelles technologies, les fichiers ADN deviennent plus importants et certaines hypothèses auparavant impossibles à vérifier commencent enfin à pouvoir être testées scientifiquement. Peu à peu, l'idée s'impose qu'une réponse pourrait finalement émerger non pas grâce à un témoignage tardif ou à un aveu, mais grâce à une trace biologique conservée pendant des décennies. Cette perspective transforme profondément la perception de l'affaire. Le Grêlé n'apparaît plus seulement comme un criminel introuvable, mais comme une identité potentiellement cachée dans les archives même des enquêtes passées. Comme si la vérité avait toujours été présente. Invisible pendant des années.
en attendant simplement que la science soit capable de la révéler. Des décennies après les premiers crimes attribués au Le Grellet, l'enquête connaît une nouvelle phase grâce aux progrès considérables réalisés dans le domaine de l'ADN et de l'analyse criminelle. Ce qui semblait autrefois bloqué par les limites techniques des années 1980 et 1990 commence progressivement à évoluer. Les magistrats et les enquêteurs spécialisés dans les affaires non résolues réexaminent alors méthodiquement plusieurs dossiers anciens afin d'exploiter les possibilités offertes par les nouvelles technologies scientifiques. Cette phase de réouverture transforme profondément l'affaire. Pendant longtemps, le Grellet existait surtout comme une silhouette criminelle incomplète, un surnom, quelques descriptions physiques et une série de crimes potentiellement liés entre eux. Désormais, les enquêteurs cherchent à transformer cette figure abstraite en identité réelle. Les analyses ADN prennent alors une importance centrale. Les traces biologiques conservées depuis les scènes de crime deviennent les éléments les plus précieux du dossier. Contrairement aux témoignages humains, fragiles et affectés par le temps, l'ADN offre la possibilité d'une certitude scientifique capable de traverser les décennies. Cette perspective redonne un nouvel espoir aux autorités comme aux familles des victimes. À mesure que les investigations avancent, certains profils commencent à attirer davantage l'attention des enquêteurs. Parmi eux figure François Vérove, ancien gendarme puis policier, dont le parcours professionnel provoque un choc particulier lorsqu'il apparaît dans les investigations. L'idée qu'un homme ayant appartenu aux forces de l'ordre puisse être lié à l'une des plus célèbres affaires criminelles non résolues de France bouleverse immédiatement la perception publique du dossier. Cette révélation potentielle donne à l'affaire une dimension encore plus troublante. Pendant des années, le Grellet avait été imaginé comme une présence extérieure, un criminel anonyme échappant constamment aux recherches. Désormais, l'enquête laisse entrevoir la possibilité qu'il ait vécu au cœur même des institutions chargées de faire respecter la loi. La médiatisation devient alors extrêmement intense. Les médias français reviennent sur le parcours de Vérove, ses affectations et les similitudes relevées par les enquêteurs. L'affaire, déjà célèbre depuis longtemps, entre dans une nouvelle phase où le mystère historique semble enfin approcher d'une résolution concrète. Mais cette avancée arrive après des décennies de silence et d'incertitude. Le temps écoulé donne à la révélation une atmosphère particulière, celle d'une vérité restée cachée pendant plus de 30 ans avant de réapparaître grâce à une technologie inexistante au moment des crimes. Les enquêteurs préparent alors une étape essentielle, comparer officiellement l'ADN du suspect aux traces conservées dans les dossiers anciens. Cette analyse doit permettre de confirmer ou d'écarter définitivement l'hypothèse qui commence désormais à dominer l'enquête. À ce moment précis, toute l'affaire semble suspendue à une seule chose. Une correspondance génétique. Quelques traces biologiques capables de relier le présent à des crimes vieux de plusieurs décennies. Et soudain, le spectre du Grellet commence enfin à prendre une forme humaine réelle après avoir traversé si longtemps l'histoire criminelle française comme une ombre sans identité définitive. En 2021, l'enquête autour du Le Grellet connaît son tournant décisif lorsque les autorités s'apprêtent à procéder officiellement à une comparaison ADN concernant François Vérove. Après des décennies d'incertitude, l'affaire semble enfin proche d'une résolution scientifique capable d'apporter une réponse définitive à plusieurs crimes restés non élucidés depuis les années 1980 et 1990. Mais au moment où les enquêteurs se rapprochent de cette confrontation décisive, Vérove est retrouvé mort. Cette disparition brutale provoque immédiatement un immense choc en France, car elle transforme profondément la manière dont l'affaire va se conclure. Très rapidement, les analyses ADN confirment la correspondance entre son profil génétique et les traces conservées dans les anciens dossiers criminels. Après plus de 30 ans de mystère, le Grellet possède enfin une identité officiellement reliée aux preuves scientifiques. Pourtant, cette résolution arrive dans des circonstances profondément particulières. Il n'y aura pas de procès complet,
pas de confrontation judiciaire publique et pas de reconstruction détaillée des faits devant un tribunal. La vérité scientifique apparaît, mais la vérité judiciaire reste partiellement inachevée. Cette situation donne à l'affaire une atmosphère extrêmement singulière. Pendant des décennies, le grêlé avait représenté l'image d'un criminel invisible traversant plusieurs enquêtes sans jamais être identifié. Puis, lorsque son identité finit enfin par émerger grâce à l'ADN, la possibilité d'un procès disparaît presque immédiatement. Cette succession d'événements laisse une impression de résolution brutale mais incomplète. Le choc public est renforcé par le profil même de François Vérove. Ancien membre des forces de l'ordre, il incarnait extérieurement l'autorité et l'institution policière. Cette révélation trouble profondément l'opinion publique française, car elle inverse brutalement les représentations habituelles entre enquêteurs et suspects. Beaucoup sont frappés par l'idée qu'un homme ayant travaillé au sein des structures chargées de protéger la société ait pu rester pendant si longtemps associé secrètement à des crimes non résolus. La médiatisation devient alors immense. Les médias reviennent sur les années d'enquête, les portraits robots, les crimes attribués au grêlé et la lente progression des analyses scientifiques ayant permis l'identification finale. L'affaire devient un exemple spectaculaire du pouvoir de l'ADN dans les cold cases modernes. Ce qui n'avait pas pu être résolu par les méthodes classiques pendant des décennies finit par être révélé grâce à des traces biologiques conservées à travers le temps. Mais malgré cette avancée historique, une partie du malaise demeure. L'absence de procès laisse plusieurs questions sans réponse complète. Les motivations exactes, la totalité potentielle des crimes et certains détails des enquêtes ne pourront probablement jamais être entièrement reconstruits. Cette incomplétude donne au dossier une conclusion différente de celle des grandes affaires judiciaires traditionnelles. La vérité existe désormais sur le plan scientifique. Mais elle apparaît après la disparition de celui qui aurait dû répondre devant la justice. Et c'est précisément ce paradoxe qui marque profondément la mémoire collective de l'affaire, une identité enfin révélée après 30 ans, mais une vérité arrivée trop tard pour être pleinement jugée. Après l'identification de François Vérove comme principal suspect lié au dossier du Le Grêlé, l'affaire prend une place particulière dans l'histoire criminelle française. Elle ne reste pas seulement associée aux crimes eux-mêmes, mais devient aussi l'un des exemples les plus marquants du rôle joué par l'ADN dans la résolution tardive des cold cases modernes. Pendant plus de 30 ans, le grêlé avait représenté une figure presque mythique de l'histoire judiciaire française, un criminel potentiellement responsable de plusieurs attaques graves, décrits par fragments, mais constamment hors d'atteinte. Cette durée exceptionnelle avait donné au dossier une dimension presque irréelle, comme si le temps lui-même avait progressivement transformé l'affaire en légende criminelle nationale. Puis, soudainement, quelques traces biologiques conservées depuis les années 1980 et 1990 ont suffi à faire basculer l'ensemble du récit. Cette évolution marque profondément la perception des enquêtes anciennes en France. L'affaire montre qu'un dossier apparemment bloqué pendant des décennies peut être totalement relancé grâce au progrès scientifique. Beaucoup d'enquêteurs et de magistrats voient alors dans le grêlé la démonstration que certaines preuves continuent d'exister silencieusement dans les archives, en attendant simplement que la technologie permette enfin de les interpréter correctement. Mais parallèlement à cette victoire scientifique apparaît aussi une frustration importante liée à l'absence de procès. La mort de Vérove avant toute confrontation judiciaire empêche une reconstruction complète des faits. Il n'y aura jamais d'interrogatoire public détaillé, jamais de récit judiciaire exhaustif permettant de comprendre entièrement les crimes attribués au grêlé. Cette absence laisse une sensation particulière, l'affaire est résolue sur le plan de l'identité, mais reste partiellement inachevée sur le plan humain et judiciaire. Les familles des victimes se retrouvent alors dans une situation complexe. L'identification apporte enfin une forme de vérité longtemps attendue, mais elle arrive après des décennies d'incertitude et sans possibilité de véritable procès.
Cette réalité illustre l'ambiguïté émotionnelle propre à certains cold cases résolus très tardivement. La réponse existe enfin, mais elle ne peut plus totalement réparer le temps perdu. La révélation du profil de François Vérove continue également de troubler profondément l'opinion publique. Son parcours dans les forces de l'ordre reste l'un des aspects les plus marquants de l'affaire. Beaucoup voient dans cette dimension une inversion inquiétante des rôles traditionnels. Celui qui appartenait aux institutions chargées d'enquêter aurait lui-même traversé pendant des années l'une des plus célèbres enquêtes criminelles françaises sans être identifié. Avec le temps, le grêlé devient donc bien plus qu'un simple dossier criminel résolu. Il devient le symbole de deux réalités opposées à la fois. La puissance extraordinaire de l'ADN moderne et les limites irréversibles créées par le temps lorsqu'une vérité arrive trop tard. L'histoire du grêlé traverse plusieurs époques de la justice française. Elle commence dans les années 1980, à une période où les outils scientifiques restent limités et où les enquêtes reposent encore principalement sur les témoignages, les portraits robots et les recoupements classiques. Pendant longtemps, malgré les soupçons et les recherches, le responsable semble exister uniquement sous la forme d'un surnom et d'un visage approximatif décrit par fragments. Puis les décennies passent. Et pendant tout ce temps, les preuves biologiques restent silencieuses dans les dossiers judiciaires. Ce silence devient presque le cœur de l'affaire. Les enquêteurs savent qu'une vérité existe probablement quelque part, mais les moyens techniques nécessaires pour l'atteindre n'existent pas encore pleinement. Ainsi, le grêlé continue de hanter l'histoire criminelle française comme une présence sans identité certaine. Lorsque l'ADN finit par révéler le nom de François Vérove, le choc est immense. Non seulement parce que l'affaire trouve enfin une réponse après plus de 30 ans, mais aussi parce que cette réponse concerne un ancien policier, figure appartenant aux institutions même chargées de lutter contre le crime. Cette révélation transforme immédiatement la perception publique du dossier. Mais l'histoire reste marquée par une profonde ambiguïté. La vérité scientifique apparaît enfin, pourtant le temps a déjà rendu impossible une véritable conclusion judiciaire. Aucun procès ne viendra reconstruire entièrement les faits. Aucun verdict ne permettra de refermer complètement les blessures laissées par les crimes. Ainsi, l'affaire du grêlé reste suspendue entre deux formes de résolution. D'un côté, l'ADN a finalement brisé des décennies de mystère. De l'autre, le temps a empêché la justice d'aller jusqu'au bout de cette vérité retrouvée. Et c'est précisément cette tension entre révélation et inachèvement qui donne au dossier sa place si particulière dans la mémoire criminelle française.